Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct du plateau radio de Pop Science Forum qui a ce soir posé ses valises à Saint-Étienne au café Le Méliès, que nous remercions chaleureusement de nous accueillir. Alors ce soir on va se plonger au cœur du cerveau des sportifs. On vous propose une balade entre les synapses des athlètes, une heure d'échange et de réflexion, autour d'un verre évidemment, avec des scientifiques et des sportifs. Le sport, c'est largement démontré, a de nombreux effets bénéfiques sur le cerveau, en particulier sur l'humeur, en particulier aussi sur la mémoire. Et réciproquement, une préparation mentale poussée peut aussi avoir des effets très favorables sur les performances sportives et sur l'amélioration des conditions physiques. D'ailleurs, les sportifs s'adonnent de plus en plus à des exercices mentaux pour grappiller quelques centimètres ou pour gagner quelques secondes, c'est quelques millièmes de secondes même parfois nécessaires à battre des records. Avec nos invités et vous dans le public, nous allons échanger autour du rôle du cerveau dans le contrôle de la motricité, autour des recherches en imagerie mentale, autour des avancées de la science sur la rééducation neuromusculaire par vibration localisée, mais également autour de l'importance de la préparation mentale pour la performance des athlètes. Alors on va vous expliquer tout ça et on va le faire en 3 séquences. On va évoquer le rôle que le cerveau joue avant, pendant et après l'effort. Et pour ce faire, autour de la table, on a le plaisir d'accueillir et de présenter Amélie Chatin d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes ancienne membre de l'équipe de France de course d'orientation, donc ancienne sportive de haut niveau. Et merci vraiment de votre présence. On reçoit également Thomas Lapolle. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes maître de conférence, spécialiste en physiologie neuromusculaire à l'université Jean Monnet Saint-Étienne et au laboratoire LIBM. Merci également de votre présence. Et vous êtes tous les deux accompagnés d'Aymeric Guillot également. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur des universités, spécialiste des processus mentaux et de la neuroimagerie appliquée au sport. Vous allez revenir là-dessus. À l'université Claude Bernard Lyon et au laboratoire à l'IBM également. Le cerveau est-il un autre muscle des sportifs ? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre ce soir. Cette émission vous est présentée par Pop Science, mais également diffusée par Radio Campus Saint-Étienne en partenariat avec l'université de Lyon et l'université Jean Monnet. L'émission est conçue et animée par Samuel Bello et moi-même, Chloé Blanchon. Nous sommes en direct et en public du café Le Méliès de Saint-Étienne. Allez, on enfile ses chaussures et on libère ses synapses. C'est parti. De nombreuses études scientifiques se sont penchées sur l'intérêt, l'importance de l'évocation mentale de nos pensées pour essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi, finalement, penser à quelque chose, se concentrer, imaginer un mouvement, permet d'améliorer des performances. Il est faux de dire que le cerveau ne fait pas la différence entre un mouvement réalisé physiquement et un mouvement simulé mentalement. Néanmoins, imaginer un mouvement et le réaliser physiquement vont activer des régions du système nerveux communes. Cela signifie que lorsque l'on imagine un mouvement, lorsque l'on se projette dans la construction d'une représentation mentale, on va activer les mêmes régions que celles qui sont responsables du mouvement. Ce sont les réseaux de la préparation, de l'exécution et du contrôle du mouvement. Alors quand on parle de mental dans le sport, c'est un peu une consonance magique, parce que le mental est très souvent invoqué sans qu'on sache réellement, forcément bien le caractériser. C'est votre voix qu'on a entendue, Aymeric, au cours d'une conférence. Il y a une certaine consonance magique, en tout cas assez évocatrice, dans le terme d'imagerie mentale. C'est ce que vous expliquiez dans ce tout petit extrait. Alors, imagerie mentale, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que les athlètes fabriquent réellement dans leur tête l'image de leur geste sportif ? Est-ce qu'on peut faire du sport dans sa tête ? Alors on peut bien évidemment, en fait l'imagerie mentale c'est quelque chose de relativement simple, à la fois dans la définition et dans l'utilisation, même si on le verra, il y a beaucoup de consignes, de règles à respecter pour que ce soit efficace. L'imagerie consiste en réalité à simplement imaginer, simuler mentalement un mouvement ou une séquence de gestes, pratiquement comme si on était en train de le réaliser, donc avec une grande fidélité par rapport à l'exécution réelle.
Et typiquement, il y a 4 grandes orientations de travail qui vont pouvoir être mises en place pour préparer le sportif et le mettre dans les meilleures conditions possibles. Il y a celle que l'on connaît le mieux, qui est d'agir directement sur le sportif, le côté un peu psychologique, entre guillemets. On va travailler sur la confiance, la régulation de l'anxiété, la motivation. Mais il y a d'autres formes de travail complètement différentes, qu'on travaillera à d'autres moments, d'une autre manière, comme sur le perfectionnement technique, le geste sportif, comment améliorer l'apprentissage, la mémorisation d'un geste ou l'exécution d'un geste. Et puis un petit peu à l'interface entre les deux, tout le travail technico-tactique, tactique, stratégique, se conditionner pour préparer un événement. Et un petit peu en marge de tout ça, on pourra être amené à en reparler, il y a tout ce qui va concerner la blessure, la rééducation en cas de blessure, en cas d'incapacité motrice. Et tout ça va prendre une forme de travail très différente, va devoir respecter des règles de pratique différentes, et donc on va tous pouvoir mettre en place, et on le fait tous d'ailleurs au quotidien, sportif ou pas sportif, on fait tous appel à des représentations mentales sur ce qu'on a fait quelques heures avant, quelques jours avant, sur se projeter mentalement sur ce qu'on va faire. Donc c'est une forme de travail mental qu'on va simplement chercher à caractériser, à standardiser pour qu'elle soit au service de la performance. Ce travail mental finalement du geste sportif, est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir un impact réel positif sur des facteurs émotionnels ? Vous avez parlé du stress tout à l'heure, est-ce que vous pouvez... Oui, il va avoir en réalité des impacts soit directs, soit indirects sur la performance. Si on s'intéresse aux facteurs émotionnels, on est plus sur les impacts indirects, on va travailler sur la personne, sur diminuer l'anxiété pré-compétitive, sur la mettre dans les meilleures dispositions possibles pour éviter la distraction, ou au contraire pour faciliter une focalisation de l'attention, la mettre dans une bulle positive de préparation. Donc on va jouer sur les émotions, on va jouer sur l'humeur, on va jouer sur tout ce qui va entourer finalement le sportif, sa capacité à être performant et sa performance, de manière directe ou indirecte. Et c'est juste l'imagerie mentale, ça se mesure comment ? C'est les électrodes qu'on met sur la tête ? Oui et non. C'est difficile d'aller récupérer, d'aller comprendre ce qui se passe dans la tête de l'athlète. Donc on cherche à avoir différents moyens, subjectifs comme objectifs. Donc ça peut passer par l'explicitation, la verbalisation par la personne. Ça peut passer par des mesures physiologiques, effectivement. On va regarder ce qui se passe dans le cerveau ou dans des témoins physiologiques indirects. Donc d'autres formes de signaux physiologiques qui vont nous renseigner effectivement sur l'engagement dans un travail mental, la qualité de ce travail mental et son efficacité. Alors le mental a de l'importance, et s'il est bien une discipline où on doit mobiliser autant le cerveau, voire plus que les jambes, c'est bien la course d'orientation. Alors avant d'aller un peu plus loin, et pour tout de suite casser les idées reçues, Amélie, sur cette discipline dont certains ne retiennent que ce qu'ils en ont vécu au collège en EPS, Amélie, la course d'orientation, c'est quoi ? Alors, je vais essayer de faire simple, mais c'est vrai que la course d'orientation est un sport déjà, c'est pas une chasse au trésor. Et donc, finalement, c'est une course contre la montre qui se déroule la plupart du temps en milieu naturel, même s'il y a aussi une partie de la discipline qui a lieu en milieu urbain. Et l'objectif, c'est de réaliser un parcours donc, le plus rapidement possible. Et on a des points de passage obligatoires, donc matérialisés par les balises. Et l'objectif, c'est justement de déterminer le meilleur itinéraire au vu de ses possibilités et des contraintes de l'environnement pour rejoindre chacun des points de passage dans l'ordre qui est imposé. Donc voilà, on a à la fois un engagement physique parce qu'on est bien sur une épreuve sportive où le but c'est de mettre le moins de temps possible, mais il y a aussi tout le travail cognitif lié justement à la lecture de cartes pour estimer le plus rapidement possible et en courant quel est le meilleur itinéraire et pouvoir justement bien identifier et repérer sur le terrain ce qu'on a identifié et repéré sur la carte. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en profondeur, disons, de la préparation avant une épreuve ? Est-ce que vous utilisez finalement la préparation mentale ou comment est-ce que vous l'utilisez, si c'est le cas ? Oui, alors ce que j'ai pas précisé, c'est que pour les compétitions donc, de niveau national et international, le parcours est bien sûr inconnu, le terrain est aussi inconnu, la zone précise de compétition est interdite d'accès à l'avance. Donc on a finalement une forte part d'incertitude liée au parcours. Donc l'objectif de la préparation mentale, c'était pour moi vraiment de réduire toute l'incertitude que je pouvais identifier et finalement tout ce que j'arrivais à maîtriser en préparant bien, que ce soit au niveau du matériel, au niveau de la gestion justement des horaires de départ, parce que c'était des contre-la-montre, donc on a forcément des horaires de départ qui sont attribués un petit peu des fois au dernier moment, on n'a pas toutes les informations, mais voilà, tout préparer, tout anticiper ce qui est anticipable pour que finalement au niveau du cerveau, au moment de prendre la carte au top départ,
je n'ai à me concentrer que sur la tâche sportive. Tout en plongeant dans l'inconnu quand même. Voilà, il y a forcément un petit peu d'incertitude, mais c'est ce qui fait le charme justement de ce sport. Mais absolument, je suis sûr qu'il va y avoir une montée des inscriptions à la Fédération de course d'orientation, je l'espère en tout cas. Je ne sais pas si c'était votre cas, mais on voit souvent des sportifs avec un casque vissé sur la tête avant une compétition. La musique, je ne sais pas si c'était votre cas, la musique dans la préparation mentale. Alors, je n'utilisais pas spécifiquement la musique comme un outil de préparation mentale, mais c'était justement dans les compétitions internationales, on avait des phases, ce qu'on appelle de quarantaine, où avant la course, on était tous regroupés dans des gymnases, et ça pouvait être des attentes allant de 1 heure à 3, 4, 5 heures. Donc mentalement, justement, c'était des phases un petit peu difficiles à gérer, et pouvoir s'évader un petit peu avec de la musique, c'était pertinent. Thomas, qu'est-ce que nous disent les neurosciences sur cette question de la concentration, de la préparation en fait, à un effort sportif particulier? Quel est l'état de la recherche un peu là-dessus? À quel point on se rend compte que c'est important, mais comment c'est mesuré? Alors, c'est important dans le sens où ça va être une façon finalement pour l'athlète d'essayer de réduire sa perception de l'effort, de réduire la perception de la difficulté de son effort. Et quand on s'intéresse au fonctionnement de notre système nerveux et de la façon dont notre système nerveux génère nos contractions musculaires, il se base beaucoup sur cette perception de la difficulté de l'effort. C'est-à-dire que si l'effort est trop difficile, notre cerveau va décider de stopper cet effort. Donc en quelque sorte, il y a un chercheur qui écrivait un article qui disait que l'effort commence dans le cerveau et s'arrête dans le cerveau. Donc notre cerveau demande à mettre en place les contractions musculaires. On va être capable de maintenir cet effort jusqu'au moment où le cerveau va dire stop, c'est trop dangereux, on ne va pas plus loin. On peut illustrer ceci très simplement. Le record du marathon a été battu alors dans des conditions assez particulières il n'y a pas longtemps. Facilité, ouais. Voilà, moins de 2 heures tout de même. Ouais, donc c'est 21 km/h. On est peut-être pas tous, mais on est nombreux à pouvoir commencer à courir à 21 km/h. Oui. Notre cerveau va être capable de nous amener jusqu'à cette vitesse. Par contre, il va recevoir beaucoup d'informations émanant de nos muscles, émanant de nos poumons, émanant de nos cœurs, qui vont lui faire comprendre que l'exercice est difficile et ça va élever la perception de l'effort, la perception de la difficulté de cet effort, et notre cerveau, à un moment donné, va dire stop, on ne peut pas continuer à cette allure, sinon on court à une catastrophe, on court à des défaillances, et donc du coup on va réduire l'activité, on va réduire l'intensité. Et donc toutes ces stratégies ici, écouter de la musique, se préparer mentalement, vont pouvoir aider l'athlète à essayer, lors de son effort, de percevoir cet effort comme étant plus simple. Alors ça peut être des stratégies mentales, ça peut être des stratégies purement nutritionnelles, physiologiques. Le simple fait, par exemple, de boire une solution sucrée, d'avoir le goût du sucre dans la bouche, peut nous aider à avoir une perception un peu atténuée de l'effort et peut nous rendre du coup plus performants. Ok. On n'oublie pas dans le public que c'est le moment de réagir avant qu'on passe à la séquence d'après. Moi, j'ai une autre question en backup en attendant. C'était pour vous, Aymeric, sur cette incertitude, etc., sur cette préparation mentale. L'imagerie motrice en tant que telle, c'est une reproduction du geste dans sa tête. J'ai oublié de vous le demander tout à l'heure, mais est-ce que ça a été mesuré, les gains en fait, sur la performance des athlètes? Par exemple, vous avez fait plusieurs essais sur un haltérophiliste notamment, mais pas que. Est-ce que vous avez mesuré en fait, le gain de performance avec un tel exercice d'imagerie mentale? Oui, on peut tout à fait mesurer le gain de performance, savoir sur quels critères techniques il va y avoir des évolutions et sur lesquels il est intéressant de focaliser le travail. On arrive à savoir finalement quelle est l'amélioration que va amener la préparation mentale, le travail, le conditionnement mental. Et dans l'exemple de l'haltérophile, on est capable d'aller voir comment se façonne ou se modèle le cerveau grâce à ce travail et comment il évolue en direction de ce qu'on avait appelé un cerveau expert. Donc on est tout à fait capable de le mesurer. Je préciserai simplement que l'imagerie doit vraiment être très proche de l'exécution réelle lorsqu'on s'intéresse au perfectionnement technique, parce qu'on reproduit le mouvement comme si on était en train de le faire physiquement, donc on doit respecter les exigences spatio-temporelles du mouvement. Par contre, si on fait un travail qui est orienté, on parlait tout à l'heure d'émotion, de confiance, de travail sur la motivation, l'anxiété, on va être plutôt sur un contexte de réussite indépendamment des critères techniques de réalisation. Donc on va être plutôt sur la réussite, même si on imagine une séquence motrice sous l'angle de la réussite ou de la victoire, mais indépendamment de ce qu'on doit faire pour réussir. Donc on a vraiment deux formes de travail très différentes. Mais dans les deux cas, on peut aller mesurer effectivement de manière très objective les gains de performance. Okay. Merci Aymeric. Je vais m'adresser au public. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions vis-à-vis de ce dont on vient de parler?
comme la radio déteste les blancs, je suis obligé de combler en attendant. Donc, s'il n'y a pas de main levée, on va passer à la suite. Il y en a une qui se lève au milieu de la salle. Merci, monsieur. Il nous faudrait juste votre prénom avant de commencer. Oui, Guillaume, c'est pour. Il paraît que la première question est toujours la plus dure, donc je vais la poser. Merci. Peut-être pour Émeric. Est-ce que tu serais d'accord avec cette analyse de dire que quand un athlète a le choix entre éliminer une séance de préparation mentale et une séance de préparation physique, il va toujours faire le choix d'éliminer la préparation mentale? C'est-à-dire qu'il y a toujours une prééminence de la préparation physique sur la préparation mentale. Et est-ce que tu pourrais essayer de nous dire pourquoi le mental est quand même si de plus en plus de personnes sont conscientes de l'importance de cette préparation mentale, c'est toujours quand même en second plan, il me semble. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, et ça se vérifie dans pratiquement toutes les disciplines et chez tous les sportifs. Il y a plusieurs raisons en réalité. La première, c'est qu'on ne va pas oublier que quand on met en place un travail mental, celui-ci vient en complément de l'entraînement physique et technique et jamais en substitut. Donc du coup, un entraînement physique va toujours amener des effets ou des gains de performance plus importants qu'un entraînement purement mental. L'inconvénient du travail mental, c'est qu'il n'y a aucun feedback, il n'y a aucune rétroaction, il n'y a pas le côté non plus ludique, il n'y a pas le côté résultat. Donc on est sur un travail qui est beaucoup plus abstrait, qui est dénué finalement très rapidement d'intérêt. Donc du coup, on est beaucoup plus attiré par la dimension physique, les retours qu'elle va produire, les sensations également qu'elle va générer en termes de perception de l'effort, de sensation de fatigue, de libération des hormones au niveau des endorphines, etc. C'est beaucoup plus marquant et nourrissant que ne l'est le travail mental. Donc à côté de ça, la dimension très abstraite du travail pour savoir en quoi ça consiste, comment le faire correctement, ce qui peut amener les effets un petit peu pervers quand il est mal fait, font que on va toujours donner la priorité au travail physique par rapport au travail mental. Alors les mentalités sont en train de changer et d'évoluer, on commence à mieux comprendre comment travailler mentalement et pourquoi le travail peut être efficace. On arrive aussi mieux à le transmettre, à expliquer aux athlètes pourquoi et comment il faut le faire, et du coup ils y voient un petit peu plus d'intérêt. Mais c'est vrai que ça reste très en deçà de l'entraînement physique et de l'entraînement technique. On va passer à la suite, et alors là je vous demande d'ouvrir grand les oreilles parce que c'est un grand moment de télévision qu'on va écouter avec le second extrait. Avec toujours la possibilité pour Adéoyer, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Ouais, elle revient, elle va réussir, elle va passer. Elle va passer, c'est monstrueux. C'est bon, quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Alors, Patrick Montel dans le texte, comme tu disais tout à l'heure. C'est Floria Gaï, si je me souviens bien, qui est dans le dernier virage du 4x400 mondiaux, 6e, je crois, et qui, dans la dernière ligne droite, va toutes les fumer, en fait. Alors, ça nous permet d'aller sur la seconde séquence, pendant l'effort, et se demander ce qui se passe dans la tête. C'est vrai que cet extrait, il illustre assez bien le dépassement de soi qui se passe lors d'un effort physique intense. Et on peut penser finalement à cette phrase qu'on entend souvent des sportifs, le « c'est dans la tête », finalement, pour expliquer une victoire ou même parfois une défaite. On peut penser par exemple à Hicham El Guerrouj au JO 2008 qui, juste avant de disputer une grande épreuve, 1500-5000 mètres, où il a annoncé « Celui qui voudra me battre devra frôler la mort ». Évidemment, cette phrase, elle ne laisse personne indifférent. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, ces aspects psychologiques et cette préparation mentale sont-ils des points de passage obligatoires pour réussir une épreuve sportive ? N'importe qui. Oui. Je veux bien commencer d'abord pour rebondir un peu sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où le cerveau prend la décision d'arrêter l'effort parce qu'il juge l'effort comme étant trop difficile, si je suis capable de contrecarrer un petit peu cette perception et de me dire non, c'est pareil, il faut que je continue à tout prix, il faut que je me donne à fond, il faut que j'aille chercher, il faut que j'aille puiser au plus profond de moi-même pour pouvoir réussir à aller grappiller les quelques secondes qui me manquent, pour aller dépasser les compétiteurs ou compétitrices qui sont devant moi. Si je suis capable de repousser l'effort, je suis forcément plus performant. Et c'est vraiment tout l'enjeu de l'entraînement, tout l'enjeu pour les athlètes de haut niveau, que d'être capable d'aller puiser beaucoup plus au fond d'eux-mêmes. Et c'est ce qui fait souvent la différence entre les bons et les très très bons qui sont capables d'aller chercher loin.
En parlant de très très bon, Amélie, vous avez eu cette expérience à un moment, dans peut-être un souvenir particulier où vous êtes vraiment, je crois, senti pousser les ailes. Il y a beaucoup d'expressions qui ont attrait à cette force du cerveau dans l'effort sportif. C'est vrai que comme ça me vient à l'esprit une situation où c'était pour le coup une situation de confrontation directe. Donc c'était une épreuve de relais, j'étais la dernière relayeuse, donc un petit peu comme Flora Gay. C'est moi qui déterminais la place de l'équipe. Et 2 mois auparavant, il y avait eu un relais similaire, donc en Scandinavie, vraiment une épreuve importante, où j'avais pas été justement très performante sur ce relais-là, et vraiment cette course m'avait hantée, et je pense que j'en avais rêvé ou cauchemardé pendant 2 mois justement, et 2 mois après, je me retrouve un petit peu dans une situation similaire. Alors la partie en forêt s'était très bien passée, et sur les 500-600 derniers mètres, je me rends compte que je suis justement au coude à coude avec des concurrentes directes. Et là, je pense que justement le fait d'avoir ruminé et revécu la frustration que j'avais vécue, pour le coup, m'a vraiment donné des ailes là. Et j'ai pu, je pense, mettre un temps sur les 600 derniers mètres que j'aurais jamais pu mettre en courant en dehors de ces conditions très particulières et doubler un bon paquet de concurrentes. Alors c'est une forme de force mentale. Je ne sais pas si on peut la mesurer, cette force mentale. En tout cas, elle a l'air d'être assez élevée chez les athlètes de haut niveau, plus élevée peut-être qu'ailleurs. Et de là me vient une autre question, c'est est-ce qu'on peut dire que le cerveau des sportifs de haut niveau est structurellement différent des autres ? Et ça leur permet justement d'aller aussi loin que ça. Alors, la force mentale, elle est indispensable. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Djokovic cette année, qui avait, lors de la finale contre Federer, une finale d'anthologie, et son interview d'après-match est assez édifiante par rapport à ça. Et le mental... Il disait quoi ? Il disait que la préparation mentale était omniprésente, et que même dans les moments de doute, il avait de telles certitudes et de telles capacités à savoir que dans tous les cas, il finirait vainqueur, et qu'il irait au bout, et que ça tournerait en sa faveur, qui avait à aucun moment le doute l'envahissait, et il lui laissait pas de place, entre guillemets. Okay. Et la force mentale en temps réel, elle est indispensable. Alors tout ce qu'on a vu dans la première partie fait en sorte que ce soit présent lorsque le sportif est en compétition, une forme de conditionnement, de préparation, parce qu'il se met un petit peu en pilote automatique, il recherche l'état de grâce. Et puis il a plein de petits outils, refuges, qui vont lui permettre de surmonter les difficultés, de trouver des solutions et d'aller chercher un petit peu plus loin. Et comme Thomas le disait tout à l'heure, de repousser par exemple la sensation de l'effort, ou de l'atténuer, cette sensation d'effort désagréable. Après, les recherches en neurosciences ont montré clairement qu'il existe un concept d'efficience neurale ou de cerveau expert qui fait que le cerveau du sportif de très haut niveau va être structurellement et en termes d'activation, de connexion également, différent du cerveau amateur, dans le sens où il va le façonner, le modeler. Il va y avoir une neuroplasticité, une plasticité cérébrale qui va progressivement impliquer vraiment les régions importantes dans la réalisation, le contrôle, l'exécution du mouvement, qui va mettre en retrait les régions qui sont secondaires ou qui sont susceptibles de le distraire et de le perturber ou d'interférer. Et du coup, il va vraiment façonner un cerveau expert dans la manière de réaliser son mouvement, de le contrôler. Ouais, le cerveau expert donc, passe par cette plasticité cérébrale, qui est peut-être un terme un peu compliqué à appréhender quand on n'a pas fait de sciences de la vie ou de neurosciences. Comment on pourrait le définir, Thomas, cette capacité? Alors je m'étais noté de ces athlètes-là à créer des automatismes parfaits par la plasticité cérébrale. Qu'est-ce que c'est que la plasticité cérébrale? La plasticité cérébrale fait référence au fonctionnement des neurones que l'on a à l'intérieur du cerveau et des connexions surtout entre ces neurones. Et cette plasticité va faire que tel ou tel neurone va être plus facilement activé et avec des programmes moteurs, puisque c'est ce qui intéresse véritablement les sportifs, générer des programmes moteurs, générer des séquences d'activation musculaire les plus précises possibles. Et l'exemple basique que l'on peut mettre en avant, c'est la maîtrise d'une habileté technique, la maîtrise d'un geste technique. Le fait de répéter ce geste va faire que nos programmes moteurs, justement, la façon dont nos neurones vont être activés de façon séquentielle pour contrôler tous les muscles impliqués, on parlait de Novak Djokovic, tous les muscles qui vont être impliqués dans un coup droit, par exemple, si je suis tellement habitué à faire ce geste, c'est quelque chose qui va se faire très naturellement. La séquence d'activation des différents groupes musculaires va se faire très facilement, de façon très coordonnée, alors que chez quelqu'un qui n'est absolument pas habitué à faire ce geste, quelqu'un qui débute dans le tennis, les séquences d'activation des différents muscles impliqués dans le mouvement vont être saccadées, vont être mal maîtrisées, et du coup on a un geste technique qui est mal maîtrisé.
Et donc une des facettes de la plasticité, c'est ça, c'est être capable de générer des séquences d'activation neuronale qui vont permettre d'avoir un mouvement le plus fluide possible et le plus maîtrisé possible. De plus, en anticipant également, ça c'est important dans la maîtrise de l'excellence technique, en anticipant toutes les conséquences du geste qui va être mis en place. C'est-à-dire que la maîtrise technique, c'est aussi anticiper sur les perturbations induites par le geste lui-même que l'on est en train de réaliser. On peut dire par là que le meilleur, en fait, c'est celui qui s'est le plus entraîné ? C'est indéniable, oui. Alors il y a une règle dans l'entraînement qui dit qu'on ne peut pas atteindre le haut niveau à moins de 10 000 heures d'entraînement. C'est plus par ou an. moins au total. c'est plus ou moins l'idée. De toute façon, oui. Alors on est tous plus ou moins talentueux et on est tous plus ou moins capables de s'entraîner beaucoup. Le meilleur, c'est celui qui a plus de talent et qui s'entraîne le plus. Et puis après, s'en sortent un peu chacun en fonction de son investissement et de ses capacités initiales. Mais il faut travailler, il faut répéter pour être performant. Vous venez de nous parler de plasticité cérébrale. Quelle différence vous faites avec la plasticité neuromusculaire ? Vous pouvez peut-être nous expliquer ce qu'elle veut dire et quelle est la différence finalement avec ce que vous venez de nous parler ? Alors, quand on parle de plasticité cérébrale, on s'intéresse uniquement au fonctionnement du cerveau. Et quand on s'intéresse à la fonction neuromusculaire, à la plasticité neuromusculaire, on va être beaucoup plus générique. On considère en fait le muscle et sa commande nerveuse. Donc en sachant que dans l'entraînement, avec la fatigue, avec la blessure, avec la pathologie, le muscle et sa commande peuvent être affectés. Et donc moi, mon travail, c'est de considérer non pas seulement la commande musculaire, mais aussi le muscle et vice-versa. Et sachant que les deux sont fortement en relation, puisqu'il n'y a pas de contraction musculaire sans commande, mais il n'y a pas de commande sans retour, sans feedback depuis le muscle. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas qu'en plus de lever le coude, vous pouvez lever la main pour poser les questions. Mais elle n'était pas préparée. On va revenir à des exemples. Amélie, pour vous, le mental pendant l'effort, on l'a compris, revêt vraiment une importance majeure. Il faut des automatismes de course, il y a des parcours qu'on ne connaît pas, des postures, une allure à avoir en mode automatique presque. Faut vous orienter dans un environnement complexe, sans guidage particulier. Est-ce que vous croyez que votre cerveau est super plastique ? Et si oui, à quoi c'est dû ? Alors je ne sais pas si mon cerveau est vraiment plastique, mais c'est vrai que là, je peux rebondir sur les propos de Thomas quand il parle sur le fait justement que la répétition va créer justement des automatismes. Nous, on est vraiment... Alors, on va moins se centrer sur un geste technique parce qu'on n'est pas sur une habileté justement fermée. Mais tout ce qui est course en tout terrain, finalement, sans regarder ses pieds, c'est des automatismes qu'on crée justement avec la pratique, avec l'entraînement, qui font que justement, on peut libérer le cerveau de cette attention-là pour ensuite justement focaliser notre attention sur la lecture de la carte, la lecture de l'environnement, l'analyse, et pour pouvoir reléguer un petit peu au second plan cet aspect moteur qu'on a, je dirais, un petit peu intégré, mais qui est pas du tout négligé pour autant. Et faut garder cette concentration, cette attention. C'est combien de temps une épreuve de course d'orientation ? Alors, il y a différents types d'épreuves. L'épreuve la plus courte, c'est finalement 15 minutes de course. Et puis, justement, très peu de temps, je dirais, de repos. Et vraiment, il s'agit de prendre des décisions très rapidement. Et la plus longue distance, un petit peu officielle, c'est 1h30. Et là, c'est vrai qu'on ne peut pas être pendant 1h30 concentré à 100% sur toute la durée. Donc, ça va être justement jouer entre les phases où je me concentre davantage sur mon effort et puis d'autres où je me concentre davantage sur la lecture de cartes. Qu'est-ce qui se passe finalement à la fin de ces épreuves ? Qu'est-ce qui vous permet d'aller au-delà de la fatigue dans vos jambes, j'imagine ? Qu'est-ce qui vous permet d'arriver finalement à terminer ces kilomètres ? Alors, je pense que quand on est passionné de course d'orientation, en tous les cas comme je le suis, justement, le fait d'être sur de la lecture de cartes, d'être passionné par trouver le bon itinéraire et par le réaliser correctement, ça permet justement d'éloigner son cerveau de la centration sur la fatigue, sur les sensations de jambes lourdes qui sont de plus en plus difficiles. C'est vrai que je donnais tout à l'heure comme exemple le fait, au niveau fréquence cardiaque, lors des entraînements que j'ai pu faire, j'atteignais finalement plus facilement ma fréquence cardiaque maximale dans une séance de course d'orientation avec
carte en main finalement qu'une séance d'intensité pure, et pourtant on en faisait quand même beaucoup. Et je pense que c'était justement la capacité à ce que le cerveau soit imprégné ou intéressé uniquement par la carte et se détache justement de l'effort et de ce qu'on pourrait considérer comme la souffrance physique. À ce propos-là, vous parliez en prélude de l'émission, je ne sais plus si c'était Émeric ou Thomas, de théorie du gouverneur central. Qu'est-ce qu'on met derrière ça ? C'est un peu ce qu'on évoquait au début, c'est cette théorie qui dit que le cerveau finalement va gérer la façon dont il active nos muscles, l'implication donc de nos muscles dans l'effort, en fonction justement de la perception de l'effort, de façon à éviter de nous amener aux limites physiologiques et donc éviter de nous mettre en danger, tout simplement. Donc c'est cette théorie qui a été reprise par Guillaume Millet, mon ami et collègue, plus ami ou collègue, je ne sais pas, qui l'a repris dans un modèle de la chasse d'eau, qui dit simplement que la chasse d'eau se remplit au fur et à mesure que la difficulté de l'effort se fait percevoir, et qu'à un moment donné, si jamais on atteint le haut du réservoir, on ne peut plus continuer, et donc il faut forcément vidanger le réservoir, et donc s'arrêter, réduire l'activité, ou en tout cas essayer d'avoir des stratégies alternatives pour essayer de baisser progressivement ce réservoir. Donc c'est pas oublier tous ces l'installer un mécanismes. trop-plein, quoi. Voilà, exactement. Il faut ce trop-plein qui est important. On peut prendre quelques questions. On a encore quelques minutes sur cette séquence-là. Vous devez être très clair. Hein. Parce qu'il y a du monde, ça s'entend pas au micro. Il y a beaucoup de monde dans ce café de Méliès. On va passer à la suite, mais c'est pas grave, hein, je vous en veux pas, un petit peu quand même. Parce qu'aller au bout de soi-même dans le cadre de cet effort, on est toujours dans la séquence, donc pendant l'effort, aller au bout de soi-même, c'est aussi prendre le risque de se blesser. Et avant de passer à la dernière séquence, on aimerait vous demander quel est l'impact des blessures sur le cerveau. Peut-être Émeric ? La blessure va avoir différents impacts. La blessure va déjà avoir un impact émotionnel extrêmement fort, va avoir un impact sur la capacité à rebondir, à se mettre dans une spirale positive de récupération et de recouvrement des fonctions motrices en cas d'incapacité. Et puis la blessure va impacter de manière un petit peu plus directe le cerveau, surtout si l'immobilisation est prolongée, et il va y avoir, ça peut aller jusqu'à des phénomènes de plasticité qu'on appelle maladaptatifs, c'est-à-dire de désorganisation de l'organisation structurelle du cerveau. Donc du coup, on va avoir chez les personnes qui, pour prendre un exemple un petit peu violent, qui sont amputées par exemple, qui vont avoir un membre en moins, il va y avoir un envahissement de certaines régions du cerveau qui étaient initialement dédiées au contrôle de la motricité du membre concerné, et cet envahissement va réintégrer les neurones en question dans d'autres sollicitations, d'autres réseaux de neurones pour leur donner d'autres fonctions, ce qui va générer un certain nombre de problèmes également, de douleurs fantômes chez ces personnes, pour garder cet exemple particulier. Donc on va façonner le cerveau, il va y avoir un impact direct du cerveau sur de la blessure sur le cerveau. Thomas, je peux peut-être rebondir un petit peu alors avec un exemple qui touchera peut-être un peu plus de monde dans la salle. D'ailleurs, je voudrais faire un petit truc que j'ai toujours rêvé de faire. Par applaudissement, combien font du sport, s'il vous plaît ? Donc on applaudit. Merci. Et donc toujours par applaudissement, combien ont déjà eu une entorse de cheville ou une entorse de genou, rupture des ligaments croisés ? 80% là, c'est 85%. Donc ça touche beaucoup de personnes. Pour la mise en ambiance. Ces simples blessures, avant même de vous amputer, vont avoir un impact direct sur votre cerveau. C'est-à-dire qu'après ce type de blessure, on a des mécanismes réflexes qui limitent l'activation de nos muscles et qui vont nécessiter que notre cerveau envoie une commande encore plus forte vers nos muscles pour les commander, pour gérer nos mouvements, pour gérer nos déplacements. Ça va se refléter, comme le disait Émeric, par de la plasticité cérébrale, où concrètement on va devoir utiliser des ressources supplémentaires pour contracter vos muscles, pour activer vos muscles. En fait, pour être un tout petit peu plus précis, on a différentes régions corticales qui sont impliquées dans la motricité. On a une aire précise qui va permettre de générer directement les commandes vers les muscles, et elle est aidée par d'autres aires impliquées dans la planification du mouvement, dans l'attention, et ces aires, normalement peu impliquées dans certains mouvements, vont devoir devenir actives après la blessure pour compenser un petit peu la baisse de réponse, d'excitabilité des muscles.
Et donc du coup, tout ça va faire qu'après une blessure, on a ces réorganisations, cette augmentation des ressources nécessaires qui nous rend du coup moins aptes à répondre à de nouvelles perturbations et qui font que après une blessure, on devient plus sujet à rechuter. Après une entorse, il y a plus de chances qu'on rechute, qu'on ait une nouvelle entorse parce que notre cerveau est moins capable de répondre à d'éventuelles perturbations et donc nous permettre de maintenir un équilibre, par exemple, optimal. Et au même titre que la préparation mentale est parfois délaissée, dans le cas d'une blessure, la rééducation est parfois aussi délaissée au profit d'un réentraînement qui ne sert pas forcément la rééducation. Tout à fait. Alors, pas forcément. Alors, la notion, en fait, est très, très récente de se dire qu'avec la blessure, le cerveau peut aussi être atteint. C'est vrai qu'on a communément pensé qu'après la blessure, il fallait rééduquer le muscle, lutter contre l'atrophie musculaire, c'est-à-dire la fonte musculaire. Un muscle qui n'est pas utilisé va fondre, va diminuer en volume, donc c'est important de pouvoir travailler sur ça. Et malgré tout, le cerveau fonctionne finalement de la même façon. Si j'utilise moins mon cerveau après la blessure, ou s'il se désadapte en raison d'altérations périphériques, eh bien il va aussi devenir moins performant. Il faut aussi qu'on soit capable de le travailler. Et c'est quelque chose qui est finalement assez nouveau dans le domaine de la rééducation neuromusculaire après blessure. On parle même d'ailleurs classiquement de rééducation musculaire. On oublie le côté nerveux et c'est vraiment quelque chose qu'il est important de prendre en compte parce que si mon système nerveux n'est pas apte à correctement contrôler mes muscles, dans mes séances de rééducation, je ne serai pas au mieux, je ne vais pas contracter mes muscles de façon efficace et ça impacte tout le processus de rééducation. Donc il faudrait peut-être déjà penser à optimiser la rééducation nerveuse avant de pouvoir envisager une rééducation musculaire optimale. Et on fait ça chez qui ? On fait ça chez qui ? Eh ben, on fait ça déjà chez son kiné. Et puis nous, notre travail, c'est d'aider les kinés à considérer ces maladaptations nerveuses et à leur proposer des stratégies alternatives. C'est mon cas, on en parlera après. C'est également le cas d'Aymeric avec l'imagerie qui peut être une très bonne solution également pour se rééduquer après une blessure. Et notre job, une partie de notre job, c'est d'essayer de proposer justement de nouvelles techniques, montrer que ça fonctionne et en faire la promotion. Parfait. C'est le moment des questions. Merci monsieur. Je vous en prie. Votre prénom ? C'est Eric. Eric. Une question, donc on a coutume de dire que plus l'effort est long et finalement plus la part mentale elle prend une importance. Et je pose la question aux chercheurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de fatigue mentale ? Et peut-être plus à Amélie, est-ce qu'elle a ressenti cette baisse peut-être de vigilance sur les efforts de longue durée ? Ou à l'inverse, est-ce qu'elle se trouve peut-être plus concentrée en fin d'effort et elle irait un petit peu contre cette théorie que le mental il prend une part plus importante sur les efforts longs ? C'est une question pour vous trois, donc allez-y. Merci. La part du travail mental, elle doit être distribuée différemment selon que l'effort soit court ou long, effectivement. Et je suis complètement d'accord avec le fait que la fatigue mentale et le travail physique comme le travail mental peuvent générer une fatigue au niveau mental qui va se traduire par des problèmes de concentration, qui va se traduire par une incapacité à compenser, on va dire, ou à atténuer la perception de l'effort dont on parlait tout à l'heure. Donc cette fatigue mentale-là, elle peut venir, elle également, perturber la capacité physique de l'individu. Pour prendre un exemple, sans forcément aller juste sur un effort de très longue durée, quelqu'un qui rentre dans un travail de préparation mentale ou un effort mental qu'il n'a pas l'habitude de faire, va avoir des troubles de concentration relativement importants, ce qui peut perturber de manière extrêmement rapide ses capacités techniques et physiques sur l'effort en question. Donc cette part de fatigue mentale, elle est à prendre en considération de manière évidente, et l'effort physique, comme l'implication dans un travail mental quel qu'il soit, peut avoir des répercussions à ce niveau-là. Amélie ? Je vais enchaîner. C'est vrai que alors même si nous, ce qu'on appelle nos longues distances, c'est pas du tout un effort de type ultra trail, mais ne serait-ce que sur 1h30, on a une gestion de l'effort physique à avoir, mais également une gestion de l'effort mental. Et c'est vrai que dans l'identification justement des choix d'itinéraire, dans la lecture de la carte, c'est tout à fait possible de gérer justement et de choisir parfois peut-être des itinéraires qui sont peut-être à quelques secondes près un petit peu moins rapides que l'itinéraire idéal, mais des itinéraires qui seront beaucoup plus faciles à réaliser sur le plan technique, c'est un petit peu notre jargon, finalement qui sollicitent un moindre effort sur le plan de la concentration. Tout ça afin de pouvoir gérer justement sur l'intégralité de l'épreuve finalement le capital concentration.
Merci. On a le temps de prendre une autre question, monsieur. Bonsoir. Bonsoir Christophe. Excusez-moi, moi je reviens après la question de Guillaume, j'ai pas eu le temps de rebondir, mais c'était surtout, vous parlez de préparation mentale, mais pour les amateurs, qu'est-ce que c'est exactement? Moi je pense aux affirmations positives, à la visualisation, à méditation, hypnose, mais c'est quoi exactement pour vous la préparation mentale pour une course, un ultra? Merci. La préparation mentale va prendre différentes formes et va requérir différents outils, comme vous le dites, qui peuvent se traduire par des méthodes d'entraînement ou des techniques, comme toutes celles que vous venez de citer, qui vont être mises au service de la performance et de la préparation de la tête, pour la mettre vraiment dans les meilleures dispositions possibles. Donc elle va prendre différentes formes, elle va intervenir à différents moments, elle va avoir différentes consignes de travail, et du coup, tout ça va devoir être formalisé et individualisé auprès des athlètes, pour que ça puisse lui servir à être dans les meilleures dispositions pour être performant avant la compétition, d'utiliser des outils et des petites solutions refuges qui lui permettront, en plus de ce conditionnement, d'être performant pendant l'effort, et puis de pouvoir avoir une analyse post-effort et une amélioration au fur et à mesure. Donc ça rentre vraiment dans une approche systémique de l'entraînement, parallèlement à tout le travail technique, physique qui va être mis en œuvre, ce travail d'ordre mental qui va prendre forme sous différents aspects avec différentes techniques, va être mis au service de la performance. Mais effectivement, toutes les techniques que vous avez citées, et d'autres encore, pourront être utilisées, combinées de manière judicieuse pour pouvoir permettre aux sportifs d'être efficaces. Merci à tous. On va passer à la troisième partie de l'émission. Et merci pour ton idée, Thomas. Je vais reprendre ton idée de jeu juste après ça. Sporelec muscle toutes les parties de votre corps. Abdos, fessiers, cuisses, bras. Les programmes Sporelec permettent de travailler vos muscles en fonction de vos besoins et de votre morphologie. Sporelec renforce les muscles, embellit votre corps et amincit votre silhouette. Il permet l'entretien et la préparation sportive, la décontraction et la récupération après l'effort. Découvrez les derniers nés de la gamme Pro Sporelec. Multisport Pro et Free Action, l'électromusculation sans fil. Efficacité prouvée pour des résultats visibles et durables. Oh yeah. Qui a déjà vu ou entendu cette publicité par applaudissement? Oh non. Oh non, vous pouvez pas me faire ça. Personne ne regarde le rugby. Merci là-bas au fond. Qui pense que ça marche? Alors il s'agit d'une publicité où il y a un homme et une femme en sous-vêtements, tout à fait beaucoup trop musclés, et qui ont des petites pastilles qui vibrent, qui font vibrer leurs muscles, et on nous promet un corps de rêve en mettant ça. Qui pense que ça fonctionne? Merci. Eh bien les dents. Je reprendrai plus jamais tes idées de jeu, Thomas, mais du coup je vais te poser la question. Sporelec, c'est une technique de neuromusculation, de vibration neuromusculaire, pardon. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça marche, ce type d'exercice, et comment ça se fait en laboratoire? Alors, Sporelec, c'est plutôt de l'électrostimulation neuromusculaire. Le but, c'est d'envoyer un courant électrique sur un muscle de façon à le contracter sans recours à la volonté du sujet. Donc je m'assis, je pose des électrodes, ça envoie de l'électricité, mes muscles se contractent et je regarde mon émission de télévision favorite en essayant de maintenir les contractions qui sont induites. Est-ce que ça marche? Oui, pas forcément sur ce type de dispositif que je ne connais pas forcément. Ça marche à partir du moment où on utilise les bons paramètres de stimulation. Et c'est-à-dire utiliser les bons paramètres, c'est utiliser des intensités, des fréquences de stimulation qui vont permettre en fait de générer des niveaux de force qui sont relativement élevés. C'est comme lorsque je vais à la salle de musculation, si je ne pousse pas des charges suffisamment lourdes, j'ai peu de chances d'avoir un développement. Ou si je ne pousse pas suffisamment longtemps, je n'aurai pas de développement. C'est peut-être d'ailleurs pour ça, tu vois me regarder avec un œil taquin, c'est peut-être pour ça que je suis si fin. Merci Samuel. Sans poser la question. Voilà. Mais donc c'est pareil avec l'électrostimulation, si j'envoie pas suffisamment de courant, mes muscles ne se contractent pas suffisamment et j'ai peu de chances d'avoir des gains. Peu de chance. Mais c'est tout de même possible à partir du moment où je vais atteindre des niveaux de force qui vont être de 10, 15 à 20% de la force maximale qu'un muscle peut produire. Donc ce que vous êtes en train de nous dire finalement, c'est que on peut faire vibrer son muscle ou son tendon, admettons, une trentaine de minutes par jour. Est-ce que ça peut remplacer réellement un entraînement, tout ça finalement sans bouger? C'est un petit peu... Quand on parle de l'électrostimulation, oui. Donc encore une fois, l'électrostimulation, l'électricité envoyée sur les muscles, ça peut fonctionner. C'est surtout intéressant chez des patients qui n'ont pas la possibilité véritablement de faire de l'exercice. C'est surtout ça l'intérêt. Un athlète a plutôt intérêt à faire une séance classique
L'électrostimulation n'aura que peu d'effets supplémentaires. On peut avoir quelques intérêts, mais ça reste assez limité par rapport à l'entraînement conventionnel. L'idée, c'est surtout proposer l'électrostimulation à des patients qui ont des difficultés à volontairement contracter leurs muscles. Ça peut être par exemple une personne après un AVC. Ça, c'est la première chose. Et après, vous parliez de vibrations qui m'intéressent moi un peu plus particulièrement. L'idée ici différente. L'idée est de se dire que plutôt que d'envoyer de l'électricité sur le muscle pour le contracter, on va lui envoyer finalement une oscillation mécanique, une vibration. Donc là, c'est vraiment très mécanique. Pour être très caricatural, vous sortez votre téléphone portable, vous le mettez en mode vibreur et vous le posez sur votre muscle. Et vous voyez, ça fait vibrer votre muscle, ça fait comme un massage assez doux. Et ça permet également de développer des adaptations dans le muscle et surtout dans le système nerveux. C'est une idée un petit peu dérivée également pour essayer d'imager ça, de la vibration corps entier. Vous avez peut-être dû voir également les publicités, ça aurait fait également une belle entrée. Ça, les power plates, les plateformes vibrantes qui ont un peu fleuri dans les années 2000, donc où on nous promettait là également de pouvoir se muscler en maintenant une posture sur une plateforme pendant que celle-ci vibre. On est d'accord, le dispositif, c'est quelque chose qu'on colle sur le corps en laboratoire, là par exemple. On colle sur le corps et ça vient appliquer une mini-vibration. Voilà, tout à fait. On place un petit moteur vibrant, donc c'est pas bien plus gros qu'un téléphone portable, et on a une vibration qui est de très très faible amplitude, que l'on va appliquer à haute fréquence, généralement 100 Hz, c'est-à-dire qu'il y a 100 oscillations à la seconde. Et en fait, ces vibrations vont générer des micro-étirements, des fibres musculaires quasi imperceptibles. Et l'intérêt surtout ici, c'est que ces micro-étirements vont stimuler des récepteurs qui sont situés dans nos muscles. Et ces récepteurs transmettent leur information jusqu'au système nerveux central, jusqu'au cerveau. Et depuis tout à l'heure, on parlait beaucoup de l'importance pour notre cerveau de commander les muscles. Mais c'est important également que notre cerveau reçoive des informations depuis les muscles. Parce que sans ces informations, eh bien, notre cerveau perd dans sa capacité à correctement activer nos muscles. On peut tout à fait avoir le cas chez des patients qui ont une lésion de la moelle épinière et pour lesquels il n'y a pas de remontée d'informations depuis les muscles, pas de proprioception, entre guillemets, et pour lesquels la motricité va être fortement impactée. Donc coupez-moi si je me trompe, mais la vibration localisée ou l'électrostimulation participe d'une meilleure plasticité cérébrale, si je veux finir de boucler la boucle. Tout à fait. Okay. Plus la vibration que l'électrostimulation. L'électrostimulation va jouer davantage sur la contraction musculaire, un petit peu moins sur la remontée d'informations sensorielles. La vibration, elle, va pouvoir spécifiquement jouer sur la remontée d'informations jusqu'au système nerveux. Et dans nos travaux, on parlait tout à l'heure de plasticité cérébrale, on a pu notamment montrer qu'après une période de 20-30 minutes de vibration, il se passe déjà des choses au niveau cortical qui font que nos cellules nerveuses au niveau du cerveau sont déjà plus réactives. Et donc à terme, lorsque l'on répète les séances, comme lors d'un entraînement classique, 3 fois par semaine, tous les jours, eh bien, mon cerveau va s'adapter et va devenir meilleur dans sa façon à activer les muscles. Donc encore une fois, c'est pas intéressant chez l'athlète, mais c'est intéressant après une blessure, c'est intéressant chez des patients avec différentes pathologies, pour justement venir pallier au déconditionnement, aux limites qui sont observées lorsque justement je suis blessé et que je ne peux plus véritablement contracter mes muscles. Donc on guérit mieux en somme d'une entorse avec une vibration localisée, par exemple. En tout cas, ça peut aider à guérir. C'est ce qu'on essaye de montrer, oui. Est-ce que l'imagerie mentale peut procéder du même type de meilleur rétablissement après une blessure ? Oui, c'est un outil qui est assez impressionnant d'efficacité en réalité, oui. Pour plusieurs raisons, parce qu'il permet vraiment de récupérer au niveau fonctionnel, je vais y revenir, et également par la diversité des bénéfices que la technique amène, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur l'acceptation de la blessure, sur la diminution de la sensation perçue de douleur, sur la capacité à avoir confiance en ses chances de récupération, et on va pouvoir, c'est peut-être encore plus impressionnant, limiter la perte de force musculaire, limiter la perte d'amplitude articulaire, et récupérer fonctionnellement beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. En fin de blessure, on peut également améliorer le retour à la compétition, limiter l'anxiété de rechute ou la peur résiduelle, la douleur résiduelle qui est toujours présente. Et en réalité, plus on va intervenir tôt au moment de la blessure, et plus le travail va être efficace de manière très simple et très autonome pour la personne. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que finalement, le travail mental va permettre de continuer à façonner le cerveau, on parlait de plasticité cérébrale tout à l'heure,
comme si on n'était pas blessé. Et pour le dire de manière un petit peu artistique, la mélodie qui va être jouée par le système nerveux lorsqu'on imagine le mouvement va refléter véritablement ce qui se passe si on était en capacité de produire le mouvement. Donc non seulement on compense les déséquilibres ou les perturbations qui sont induites par la blessure, et on facilite cette compensation-là, mais en plus on permet aux sportifs de continuer à s'entraîner et de façonner, parfaire les automatismes s'il s'agit d'un geste sportif. Donc à la fois il récupère fonctionnellement et en même temps il poursuit l'entraînement. Donc c'est un outil qui est très, très intéressant. Et vous auriez un exemple par exemple d'un gain de temps, je ne sais pas, sur une blessure typique Alors le gain de temps est difficile à quantifier dans la mesure où il y a tout le corps médical qui doit donner son accord et où souvent, à très haut niveau, les structures prennent leur temps pour éviter d'éventuelles rechutes. Mais on se rend compte par exemple que sur des blessures assez classiques à haut niveau de rupture du ligament croisé antérieur, au bout de 3 ou 4 séances simples de travail mental qui vont durer 15-20 minutes chacune, la personne a déjà un niveau de force largement supérieur par rapport à toute la prise en charge classique. Donc elle va repartir avec un niveau de force beaucoup plus élevé à l'issue des 12-15 séances qu'on va pouvoir lui proposer. Ok, c'est très impressionnant tout ça. On a la place pour quelques questions. Il nous reste 2-3 minutes d'émission. On en a en backup s'il faut. Moi j'avais une question par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les vibrations au niveau des muscles. Est-ce que du coup on pourrait l'utiliser par exemple dans un cas où un grand sportif commence à avoir un affaiblissement au niveau du myocarde ou des choses comme ça, et justement un affaiblissement au niveau du cœur, et envoyer une sorte de vibration pour faire comme au niveau des autres muscles, retonifier et tout? Parce que je sais pas si au niveau du myocarde c'est comme les autres muscles, c'est peut-être un peu plus dangereux ou je sais pas. Question suivante. Aucune idée. C'est que c'est une très bonne question. Je ne sais pas du tout, je pense pas, mais j'ai aucune certitude sur ce que je dis, je préfère pas me mouiller. Mais merci quand même pour la question, j'essaierai d'y réfléchir, on peut en discuter un peu après. J'en doute, mais voilà, sans certitude. Désolé. Merci, c'est une question que j'aurais aimé poser du coup. Une autre question ? En attendant que les mains se lèvent, Amélie, vous avez utilisé ces techniques-là, soit de vibration localisée, soit d'électrostimulation, soit d'imagerie aussi mentale ou motrice? Alors, j'ai pas du tout utilisé les systèmes de vibration et très peu aussi d'électrostimulation, quelques rares fois à l'issue de blessures ou plus en récupération dans des soins de kinésithérapie. Par contre, c'est vrai que les techniques de visualisation mentale, on les utilise beaucoup. Alors, encore une fois, peut-être pas exactement pour visualiser un geste, mais visualiser une situation un petit peu plus globale. On fait des exercices qu'on appelle de simulation. Donc, c'est prendre des cartes qui vont ressembler, qui sont proches du lieu, par exemple, du championnat du monde, et essayer justement de s'imaginer en train de réaliser une course sur cette carte-là. Et donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment de s'imaginer sur le terrain, de se représenter mentalement le terrain et d'avoir finalement le plus d'images possibles ressemblantes à ce qu'on va rencontrer le jour de la compétition. Et une séance, ça se passe comment? Vous êtes accompagné par un préparateur mental, par plusieurs psychologues, coachs Alors, ce type d'entraînement, ça peut être un entraînement à part entière qu'on pouvait faire en période hivernale ou, par exemple, en gymnase aussi en courant, mais en courant dans le gymnase et en s'imaginant sur un terrain en Scandinavie, par exemple. Ça peut être des situations faites dans le canapé, justement, quand on est blessé. Ça donne bonne conscience, au moins, on a l'impression de faire quelque chose. Ça peut être aussi des situations faites avec un préparateur mental où justement ce dernier va nous questionner un petit peu plus précisément sur certains points en lien avec cette visualisation. Merci beaucoup. Il vous reste une dernière chance pour poser vos questions. Il nous reste que quelques minutes. Est-ce que... Bonsoir, Thomas donc. Merci. Je voulais savoir par rapport à l'électrostimulation, tu parlais justement pour la récupération. Est-ce que ça a été mesuré justement les effets, par exemple quand on fait une course longue, peu importe ultra trail ou pas, la récupération, est-ce que ça aide à faire baisser des courbatures? Je crois que c'est pour ça enfin moi j'ai jamais utilisé, mais est-ce que ça a été mesuré les effets de l'électrostimulation sur... Oui, il y a beaucoup d'études qui se sont posées la question. L'idée générale, c'est qu'en récupération, utiliser l'électrostimulation pour générer des contractions musculaires n'est pas efficace.
et ce, quel que soit le type d'exercice, le type d'effort. Tout au mieux, ça peut être intéressant après un effort intense pour générer des contractions rythmiques et faire un effet pompe qui va permettre de drainer un petit peu le muscle et évacuer les déchets métaboliques. Après une course longue distance, il n'y a pas véritablement d'intérêt. La seule chose véritablement unanime concernant l'électrostimulation, c'est d'utiliser un mode qui s'appelle le mode TENS, qui est l'utilisation de courant électrique à très faible intensité et qui va permettre en fait de diminuer la douleur. L'idée, c'est en fait de masquer les signaux douloureux en envoyant des stimuli à très faible intensité. Et là, pour le coup, ça donne une sensation de bien-être qui peut être intéressante en récupération. Mais là, voilà, basiquement, après un ultra-trail, après une course de longue durée, on a plutôt intérêt à pas trop utiliser les muscles pour les laisser récupérer d'eux-mêmes, plutôt que de les contracter. On avait une dernière question. Hop, ça y est, ça marche, ça fonctionne. Mentale sur lutter contre le vertige, c'est possible en prépa, pendant ça, au niveau mental, ça se gère plutôt bien ou pas? Ah, j'ai pas entendu. La préparation mentale pour lutter contre le vertige. Les vertiges. Alors oui, ça peut être utile sous différentes formes. En fait, le vertige va être associé à une peur ou à une projection liée à une appréhension, voire à une phobie dans certains cas. Donc on peut tout à fait travailler sur les croyances limitantes ou sur les peurs qui sont associées à cette peur du vide ou aux conséquences que ça peut avoir. Ça peut prendre certaines formes un petit peu plus cliniques dans l'approche pour essayer d'identifier l'origine et les choses qui peuvent être directement ou indirectement reliées à cette peur-là. Mais on peut tout à fait employer des outils qu'on va retrouver dans la préparation mentale, comme on l'a évoqué précédemment, au service de la performance, pour venir alimenter et aider la personne à diminuer ses sensations de peur, de phobie ou d'inquiétude. Merci. Donc voilà, notre émission touche à sa fin. On vous remercie tous d'avoir été présents. On remercie évidemment nos invités. On espère que vous avez passé un bon début de soirée. Et on espère vous voir pour la projection du film Débat qui commencera à 20h45. Voilà, merci à tous. Bonne soirée.